Bonjour à tous et bienvenue dans cette grande édition du journal de la mi-journée sport éliminatoire CAN Gabon 2017. Les 23 léopards sélectionnés pour le match RCA-RDC du 5 septembre prochain seront connus aujourd'hui au cours du point de presse que va animer tout à l'heure Florent Ibenge au siège de la FECOFA. Lutte contre la cybercriminalité. Il se tient depuis hier un atelier sous-régional des États membres de la Commission économique des États de l'Afrique centrale sur la cybercriminalité et la cybersécurité. Des assises qui vont permettre de mettre en place des stratégies contribuant à la sécurisation des usagers du net. 21 milliards de dollars, c'est le montant que devra disponibiliser la RDC pour contribuer à la réduction du gaz à effet de serre à près de 17%. Un engagement exprimé hier au cours d'une conférence de presse organisée à Kinshasa par le ministère de l'Environnement et du Développement durable. 21 milliards de dollars américains, c'est le montant que nécessite la RDC pour sa contribution à la réduction du gaz à effet de serre en tant que pays membre de la Conférence des Nations Unies sur le changement climatique, un engagement qui est évalué à 17%. Bibi Chmgoua. Des gestes verts pour la survie de la planète désormais au rendez-vous. La République démocratique du Congo, comme tant d'autres États membres de la Convention cadre des Nations Unies pour le changement climatique, vient de décliner ses engagements dans la réduction de gaz à effet de serre. 17% des réductions pourront besoin de financement des 21 milliards de dollars américains, dont 9 milliards pour l'adaptation et 12 milliards pour l'atténuation. Un engagement qui s'étendra de 2021 à 2030. Ces contributions prévues, déterminées au niveau national, arrivent en 56e position sur les 196 États membres. Un événement qui a suscité des échanges entre la presse et le ministère de l'Environnement et du Développement durable. Les taux de réduction des émissions de gaz à effet de serre prévus en l'an 2030 est de 17%, ce qui représente environ 77 millions de tonnes équivalent CO2. Cette contribution à l'effort mondial d'atténuation est conditionnée par l'accompagnement de la vision du développement vers l'émergence des pays à l'horizon 2030, tel qu'envisagé dans le cadre de la matérialisation de la révolution de la modernité. Les besoins en financement de la CPDN de la RDC s'élèvent à 21 milliards 622 millions de dollars, dont 12 milliards 54 dollars pour la mise en œuvre des initiatives d'atténuation annoncées. Avec ses 2 345 000 km² de superficie regorgeant des ressources naturelles importantes, la RDC compte s'attaquer au secteur émetteur du dioxyde de carbone, protoxyde d'azote et du gaz méthane. 3 substances de gaz à réduire à tout prix. Ces mesures portent dans le secteur de l'énergie sur l'hydroélectrification, l'amélioration de la filière bois-énergie et l'amélioration du transport. Dans le secteur de l'agriculture, les initiatives portent sur la sédentarisation agricole, le développement de l'agriculture intensive et de l'agro-industrie. L'intégration des préoccupations environnementales dans la lutte contre le changement climatique en RDC passe inéluctablement par des investissements nécessaires. Les acteurs des pays de la zone CEAC réfléchissent depuis hier sur la promotion d'une vision commune de lutte contre la cybercriminalité. Ils sont en atelier sous-régional autour de cette question des assises de 3 jours organisées sous l'impulsion de l'ambassade des États-Unis. La cybercriminalité, un fléau. Ce phénomène d'hacking ou de fraude sur Internet a atteint une dimension exponentielle. Des chiffres qui inquiètent, environ 3,5 milliards de dollars perdus par les vendeurs en ligne depuis 2012. Une croissance remarquable du taux de criminalité sur les nets qui nécessite la mise en commun des efforts visant à démanteler ces réseaux mafieux d'individus qui causent désastre. Des réflexions initiées à travers le monde et des voix se lèvent ça et là à l'instar de cet atelier des États membres de la CEAC, une ferme volonté de peaufiner les stratégies efficaces censées contribuer à la sécurisation des usagers de l'Internet. Nul doute que vos travaux et vos échanges permettront d'appréhender cette question de cybercriminalité sonore qui ronge le cyberespace de manière multiforme. Les échos de cette conférence permettront de sensibiliser nos populations
aux dangers que représentent les cybercriminels, dans le but surtout de protéger les jeunes et de leur garantir une navigation plus sûre de l'Internet. Lutter contre la cybercriminalité, une démarche que soutient le gouvernement des États-Unis d'Amérique, l'un des signataires importants de la Convention de Budapest sur la cybercriminalité. De la région, quant aux défis liés à la cybersécurité, à la cybercriminalité. Nous espérons à la fin d'avoir des idées communes à propos de comment lutter contre ces menaces et d'élaborer des idées plus concrètes pour une collaboration à l'avenir. Ouvert lundi 24, c'est ce mercredi 26 août que vont se clôturer ces travaux sous les signes d'un certain nombre des recommandations qui pourront contribuer davantage à la lutte contre la cybercriminalité. Parlons infrastructure avec cette visite d'inspection du ministre Fridolin Kaswechi hier sur le chantier de construction des passerelles sur le boulevard Lumumba. La première passerelle sera bientôt opérationnelle d'après les ingénieurs, laquelle passerelle enjambe le boulevard de 40 mètres de large à hauteur de la 7e rue limitée. La première passerelle pour le passage des piétons sur le boulevard Lumumba sera bientôt opérationnelle. Nous sommes là à hauteur de la 7e rue limitée. Toutes les structures métalliques sont déjà montées et le ministre en charge des travaux publics, en compagnie des responsables des Zénith Group et du DG de l'Agence congolaise des grands travaux, a escaladé cette passerelle encore en construction. Les marches pour piétons sont déjà posées et la rampe pour personnes en chaise roulante ou à vélo recevra cette semaine même la couche de béton. Les utilisateurs sont fiers et heureux de cet investissement. Médard Ilunga, DG de l'Agence congolaise des grands travaux, précise que d'ici la fin de la semaine, les superstructures seront finies pour la passerelle de la 1e et de la 7e rue limitée. Non seulement nous tenons au délai, d'abord parce que nous tenons à la qualité. Vous savez qu'il y a des aménagements à faire au pied de passerelle. Il y a un pavage, il y a tout ce qu'il faut pour faire rayonner dans l'ensemble de passerelle. Les passerelles doivent s'insérer dans un environnement décent, dans un confort et tout. Ce sont des petits travaux qui vont se poursuivre, même lorsque, à la fin du mois, on aura fini. Disons que nous voulons pour le moment d'abord complètement terminer, de manière à ce que la structure portante soit totalement mise en place, le tablier soit mis en place. Et il y a des petits aménagements qui vont suivre la verdure, le carénage, de manière à ce que la forme que vous voyez sous la maquette soit effective. L'objectif poursuivi ici est de permettre une traversée aisée des piétons, notamment des écoliers qui souffraient énormément pour traverser les 40 mètres de largeur de cette chaussée. Autre site inspecté par le ministre des Infrastructures et Travaux Publics, c'est le tronçon Upen-Matadi-Mayo qui est passé à 4 voies. La pose de la couche de roulement sur la dernière partie, comprise entre Badiadingui et Triangle, a pris fin. Suivez. Sur le tronçon Upen au marché Matadi-Mayo, il ne reste plus que les marques routières à poser. Déjà, dans la circulation, une fluidité est ressentie grâce à ce passage à 4 voies. Il est cependant des endroits où, par l'incivisme des conducteurs qui stationnent notamment sur la chaussée ou qui y effectuent des manœuvres, des congestions sont 2 fois remarquées. La police des circulations routières devrait se sentir interpellée. À hauteur de Upen, la CGT s'évertue à dévier les eaux vers les avenues Équateur et Massikita. Le marché adjacent l'église La Borne a été légèrement déplacé sur la droite afin de remettre en place ce tronçon de l'avenue Massikita. Ce marché est source de bien d'insalubrité dans cette zone, reconnaissent les vendeurs. Rarement, on par semaine 3 fois na salito ezawa na Kinshasa, ezosenga ke basala ngo chaque jour. Cette visite a conduit le ministre Kaswechi sur l'avenue Bypass où les travaux d'asphaltage ont repris depuis quelque temps. Les précisions ici avec Benjamin Wenga, directeur général de l'Office de voirie et drainage. Donc là, nous sommes au croisement Bypass avenue Sefou
au niveau de l'échangeur de liberté, où l'entreprise qui avait été sélectionnée régulièrement est en train de poser les enrobés sous la supervision effectivement de l'office de route. La durée des travaux est liée au financement mis à disposition. Vous savez que notre pays n'a pas besoin que de routes. Pourtant, on a besoin de routes, on a besoin d'eau, d'électricité, de l'enseignement, de la sécurité, ainsi de suite. C'est ce qui fait que les moyens que l'État met à la disposition de tous ces secteurs amènent nos plans d'exécution à devenir élastiques. Sur la semaine écoulée, c'est environ 2500 mètres qui ont été réalisés et qui n'attendent plus que la couche de roulement de 7 cm qui devrait arriver au courant de ce mois même. On va se rendre à l'est du pays. Les 9 groupes de criminels qui ont toujours semé désolation et peine dans le Grand Kivu, désormais réduit au silence. Ce joli coup de filet est de la police Nord Kivu. Et c'est le commissaire provincial, le général Vital Oumiya Awashango, qui les a présentés lors d'une parade policière à l'aéroport international de Goma. Un voisin, donc quelqu'un qui habite le village. Ils sont constitués de kidnappeurs et violeurs arrêtés à Rutshuru, des trafiquants de la boisson fortement alcoolisée et des chanvres, des frappeurs de la monnaie, des arnaqueurs et tant d'autres, maîtres de l'insécurité à Goma, à Bukavu et à Rutshuru, qui ont été présentés ce lundi à la presse à Goma. Un joli coup de filet réalisé par les services de sécurité grâce à la collaboration avec la population. La police, comme tous les autres services, nous allons en guerre contre la consommation des boissons hautement alcoolisées. Pourquoi? Parce que c'est une des causes terribles de la criminalité dans la ville. Et dire qu'à quand nous allons mettre fin à ça, je dis que c'est un processus. Et le phénomène de criminalité, c'est un phénomène cyclique. Aujourd'hui, on peut mettre fin, demain ça va reprendre. Et aussi, à chaque niveau, à tout le niveau, nous allons aussi adapter notre stratégie en fonction du développement des autres. Changer un peu de tactique pour que chaque semaine, nous puissions présenter les fruits de la collaboration de ceux qui aident à ce que nous puissions bien assainir notre ville et notre plan. Un véhicule d'une ONG internationale volé puis retrouvé par la police a été aussi présenté par le patron de la police Nord Kivu. Le général Vital Oumiya Awashango a profité de cette parade pour appeler les éléments de la police à la discipline et au patriotisme pour une province du Nord Kivu totalement stable. Toujours en province, il n'est pas acceptable d'assister au conflit champêtre en plein 21e siècle, une vision que partage le député national Martin Kabouya. Ce notable séjourne actuellement dans l'ex-province du Kasaï occidental, précisément dans le territoire de Dibaya, où il procède à la sensibilisation de sa base sur le changement de comportement. Ces conflits ont déjà causé la mort d'une dizaine de personnes et l'incendie de différentes cases d'habitation entre les groupements de Bakwa Kikonga et Bakwa Kaloumé. Martin Kabouya revient sur la situation actuelle. Mon arrivée à Kananga, je me suis rendu à Tifula où j'ai réuni les chefs Kaya Sampi Mukenechai de Bakwa Kikonga dans le secteur de Dibataï et le chef Barthélémy Chibombi Abouadou de Bakwa Kaloumé dans le secteur de Ndaïkatanjou. Ensemble, après négociation, ils ont signé le pacte de non-agression de paix et de réconciliation le samedi 22 août dernier. Le pacte de non-agression de paix et de réconciliation qui a été fait, là, a été fait de façon officielle. Et vous savez, nous sommes bantous. Ici, chez nous, le pouvoir coutumier est incontesté. Ils ont fait ce que nous appelons Kilubalendondo. Et personne ne peut venir après ça faire quoi que ce soit. Si jamais quelqu'un s'aventurait à s'adonner à des pratiques ignobles, il s'apprendra qu'à lui-même. La paix est revenue. La cohabitation pacifique et harmonieuse entre les deux communautés s'est rétablie depuis le samedi passé. Le mariage rétabli. Les gens ont commencé à se fréquenter parce que
il s'est fracassé depuis plus d'un mois. Des communautés se débrouillent avec les moyens de bord et nous les assistons pour construire les cases brûlées, comme c'était fait en Bicandog. Les cases sont encore debout. Nous sommes en train de chercher de l'herbe, quelques planches pour faire des charpentes de toiture. Ça, c'est pas très bien. Mais je lance un appel pacifique au gouvernement de la République pour que le ministère des Affaires sociales et Action humanitaire puisse venir en aide à ces populations sinistrées, avec des tentes pour qu'ils puissent s'abriter, comme la saison des pluies a déjà commencé ici au Cap central. En politique, le parti Lumumbiste initié dit oui au dialogue et rejette toute initiative de prolongation. C'est en substance ce que l'on peut retenir de la clôture le week-end de l'année jubilaire de cette formation politique. Le PALU annonce même qu'il alignera ses candidats à tous les niveaux. Alain Boumard. L'information est reprise à la une de la plupart des journaux parus lundi à Kinshasa. La double cérémonie du parti Lumumbiste unifié, tenue samedi dernier à Bouma, dans la périphérie est de Kinshasa. Une occasion pour le secrétaire général du PALU de délier sa langue au sujet des enjeux de l'heure. D'abord sur le dialogue tant souhaité par le chef de l'État. Sur cette question, le plus vieux parti politique de la RDC est clair. Oui au dialogue, mais non aux arrangements particuliers qui pourraient enfreindre la loi et les intérêts du peuple. Je crois que le patriarche est le dépositaire de l'histoire politique congolaise. Vous savez que nous avons eu beaucoup de rendez-vous historiques que vous connaissez, qu'il a d'ailleurs cité. Et tous ces rendez-vous finissaient non pas par aller dans le sens des lois du pays ou des intérêts du peuple. Les politiciens arrivaient à s'arranger pour se partager les postes, se partager le pouvoir et finalement, il fallait attendre encore une période pour entrer dans une nouvelle crise. C'est comme ça qu'on voit de crise en crise. C'est ce que le patriarche a appelé par ailleurs dans un autre discours les crises épisodiques. Donc, si on va au dialogue, c'est en fait pour ensemble dire les uns aux autres, voilà, il y a des imperfections dans le programme de la CENI. Peut-être que s'il y a des choses à améliorer à ce niveau-là, on peut s'entendre pour aider la CENI à nous accorder tous. Autour du même sujet, Antoine Gizenga propose un dialogue entre le Lumumbiste d'un côté et le Mobutiste de l'autre. Des pourparlers qui seraient un dialogue de vérité et de réconciliation. S'agissant des élections, le PALU déclare qu'il alignera ses candidats à tous les niveaux. Une option aperçue comme un divorce avec la majorité présidentielle. Il ne s'agit pas de divorce. Personne qui vous a dit que dans les accords PALU-AMP d'abord en 2006 et puis PALU-PPRD en 2011, il a été dit que jamais le PPRD ou l'AMP ne soutiendrait le PALU à son tour. Je crois que quand on est des amis, il faut savoir se soutenir mutuellement. Le PALU étant un parti qui a des ambitions, c'est son droit de positionner des candidats à tous les postes, y compris la présidence. Mais seulement, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en ce qui concerne nous, la majorité présidentielle, c'est là une candidature de PALU à tous les niveaux, ça ne nous gênerait pas du tout. Ça ne peut pas nous gêner dans la mesure où le PALU n'est pas formellement membre de la majorité présidentielle. Même si politiquement, ils ont toujours été avec nous, ils ont toujours soutenu la politique du gouvernement, la politique du chef de l'État. L'ex-premier ministre Mouzito, suspendu il y a peu du parti, était fort ovationné à son arrivée à la résidence d'Antoine Gizenga. Entre-temps, les candidats PALU, comme tous les autres candidats à l'élection des vice-gouverneurs et gouverneurs des nouvelles provinces, peuvent encore déposer leur dossier. La CENI dit étudier les voies et moyens d'harmoniser le calendrier pour cette élection et laisse pour ce faire libre cours aux candidats. Alors que l'opinion publique attendait l'annonce de la clôture officielle de l'opération des dépôts de candidatures à l'élection de gouverneurs et vice-gouverneurs le vendredi 21 août dernier, la CENI a pris tout le monde de court. La CENI porte à la connaissance de l'opinion nationale qu'elle étudie les voies et moyens d'harmoniser son calendrier pour les rendre compatibles avec les processus de mise en place de nouvelles provinces, principalement l'installation des bureaux définitifs
des assemblées provinciales. Pendant cette période, elle offre une opportunité aux candidats potentiels de déposer leur dossier de candidature dans les différents bureaux de réception et traitement des candidatures, en sigle BRTC. La centrale électorale étudie maintenant des voies et moyens d'harmoniser le calendrier de cette élection. Conséquence, la prolongation des dépôts de candidatures. Que va-t-il advenir si la CENI n'arrivait toujours pas à organiser cette élection? À cette préoccupation, les opinions divergent selon la sensibilité. Ça, ce ne sont pas les problèmes qui sont réglés par la Constitution. Ça, c'est un problème qui relève en fait du jugement de ceux qui gouvernent. Le gouvernement décide en fonction d'un certain nombre de délibérations. Parce que si le gouvernement estime que ce n'est pas le moment peut-être d'organiser ces élections-là, parce qu'il faudrait les organiser une fois pour toutes, je crois qu'on n'a pas à philosopher autour de ça, il n'y a pas de lieu à faire de philosophie. C'est un problème de rationaliser en fait les temps, les opportunités et puis d'être rationnel, quoi. L'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs, je vous rappelle, avait été prévue pour le 31 juillet dernier avant d'être reportée au 6 octobre prochain. L'actualité, c'est aussi les préparatifs de la rentrée scolaire à Kinshasa. Nos reporters nous font remarquer que l'engouement n'est pas encore perceptible. Ils étaient dans le centre-ville de la capitale. Nous sommes à 2 semaines de la rentrée scolaire et l'heure est à présent aux derniers préparatifs. Boutiques, magasins et autres places de vente de manuels scolaires sont pris d'assaut par les acheteurs qui s'y rendent pour s'approvisionner. Seulement, un constat se dégage, celui du faible taux d'achat des kits scolaires. Une situation qui serait due, selon le vendeur, à une concurrence imposée par certaines écoles qui se sont lancées également dans la vente des fournitures scolaires. Nous vendons ces jupes à 3 000 francs congolais, mais dans des écoles, elles reviennent à 19 ou 17 $ américains. Le comble est que le gouvernement ne s'y implique même pas. Les écoles obligent aux élèves à acheter les uniformes dans leurs établissements. Alors à qui allons-nous vendre? Pour que nous vendions aisément, les écoles doivent arrêter de vendre. Nous achetons tous avec les écoles le même tissu. Mais les écoles vendent plus cher que nous. Alors que c'est à nous de vendre plus cher pour qu'ensuite nous payions les frais scolaires de nos enfants. Comme là, depuis le matin, je n'ai même pas atteint 20 000 francs congolais. Cette pratique handicape le système du marché et baisse automatiquement le taux d'intérêt du chiffre d'affaires de ces commerçants. À l'époque, on vendait le rouleau à 12 ou 15 000 $ américains. Mais je peux vous dire qu'actuellement, je vends soit 6 000 $ américains par jour. Donc la vente est vraiment en baisse parce que les écoles vendent aussi ces uniformes. Les expatriés en vendent en détail dans les cités. Une question est posée à l'issue de ce constat fait, celle de savoir si les écoles seraient aussi habilitées à vendre les manuels scolaires. Le vendeur aurait-il le monopole du marché? C'est à cela que nous tentons de répondre dans notre prochain reportage. Dossier donc à suivre. Les préparatifs de la rentrée des classes, c'est aussi dans les milieux scolaires, à l'école Claude Mafema dans la commune de Ngalema. Le préfet de cet établissement, qui pense que l'heure est au bilan, tient cependant à une rentrée des classes réussie. On l'écoute. Nous nous préparons avec les administratifs, c'est-à-dire nous tenons une réunion avec tous les membres du staff pour leur donner de nouvelles instructions. Après la réunion avec les membres du staff, que nous appelons les administratifs, nous avons encore une réunion avec tous les enseignants. Et quand ils viennent, nous faisons d'abord les diagnostics de tout ce qui n'a pas marché l'année passée et nous jetons de nouvelles bases. Nous donnons de nouvelles instructions pour que les choses aillent de mieux en mieux. Voilà comment nous nous préparons. En religion, l'aéroport international de Ndjili a été pris d'assaut hier par les femmes et filles du jubilé de la chambre de prière du centre évangélique Silo. Ces femmes sont allées accueillir l'archibishop Margaret Benson Iyadosa, venue du Nigeria sur invitation de Lily Sumbela, initiatrice et visionnaire du FFJ,
qui organise une célébration du 25 au 30 août autour du thème Jésus-Christ crucifié, folie, scandale, puissance de Dieu. Suivez. 13h du lundi 24 août, aéroport international de Njili. L'on peut apercevoir les couples Olangi, Sumbela, ainsi que les femmes et filles du jubilé, FFJ. Tous sont là pour accueillir l'archibishop Margaret Benson Idahosa en provenance du Nigeria. Cette servante de Dieu est à Kinshasa pour célébrer le jubilé et participer aux assises du 25 au 30 août, dont l'objectif est de donner l'occasion aux femmes de prier pour le pays. Et cette fois-ci, ça sera l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes venus dire aux femmes que Jésus-Christ est venu pour nous donner, n'est-ce pas, la vie. C'est plus le moment de diminuer le phare, de les écraser, mais nous croyons que Jésus-Christ est vivant et que la femme peut prêcher, n'est-ce pas, la parole. Le thème qui sera décortiqué, bien disséqué pendant ces assises est que Jésus-Christ crucifié, folie, scandale, puissance de Dieu. L'initiatrice et coordonnatrice de l'événement ne pouvait garder son langue en poche. Aujourd'hui, c'est la réalité, elle est là. Et nous savons qu'il est venu nous apporter des messages de la part de Dieu pour le peuple congolais, ainsi que toutes les mamans qui nous suivent de partout. Le rendez-vous est pris pour demain. Tout le monde est donc convié à y prendre part. La croix est implantée au pays. Plus personne ne pourra faire marche arrière. Cette célébration, qui connaîtra la participation de plusieurs serviteurs et servantes de la RDC d'ailleurs, donnera l'opportunité au peuple congolais de s'adresser à Dieu et d'implorer sa grâce sur la RDC. Reportage signé Bibiche Kingombe. En sport, Jean-Florent Ibenge va publier la liste des 23 léopards qui vont être retenus pour le match de la 3e journée des éliminatoires de la CAN 2017 contre les Fauves du Bangui de la République centrafricaine le 5 septembre prochain à Bangui. Une liste de 48 joueurs avait été initialement publiée il y a quelques jours. Ce mardi, c'est au siège de la FECOFA que sera publiée cette liste dans la journée. Et voilà, c'est sur cette note de sport que nous mettons un terme à cette édition du journal. Merci de l'avoir suivi. Restez branchés sur BioOne Télévision. Parler de pays, le Congo est notre idéal. Où a coulé la mission vraiment? Oh, terreur ancestrale, notre ville fleurie. Pour une vive supériorité, nous le jurons fierté. Pour notre grandeur, nous le jurons dignité. Faire son bonheur, et la douleur. Bonjour mademoiselle.